Alors, j'ai passé à l'analyse des 2 vidéos, comme ça, exercice d'application. Quand je suis en formation, là, ce que j'ai fait il n'y a pas très longtemps dans un collège de Perpignan, je leur ai fait analyser la vidéo. C'était vraiment intéressant. Hein, donner ces vidéos, donner le modèle, et comment vous voyez, etc. C'était tout à fait intéressant. Alors, les objets enseignés, le cœur de la cible. Ben, la petite Séverine, bien que didacticienne du français, je me suis arraché les cheveux pour me dire, mais c'est quoi l'objet enseigné? Impossible de l'identifier. Alors, évidemment, je n'ai pas ce qu'il y a avant. Hein. Est-ce que c'est la syntaxe interrogative? Mais les savoirs ne sont pas... J'écoute, je n'entends pas un mot de savoir. Hein. Est-ce que c'est la syntaxe orale? Bon. Alors après, les gestes didactiques, lorsqu'elle dit combien est le prix, dans la vraie vie, on ne parle pas ainsi. Mon Dieu! Mon Dieu! Parce que, c'est faux. Et à l'école, ce n'est pas la question de la vraie vie, c'est la question de l'analyse du travail de la langue. C'est un cours de langue. Ce n'est pas le cours de la vraie vie. Si elle fait sur le cours sur la vraie vie, il faut aussi faire la syntaxe de la vraie vie. D'accord? Et donc, voilà. Et il y a un débat qui est amorcé par un élève, et il est zappé. D'accord? Les élèves, comme moi, j'avais pas entendu les interventions des élèves, là, de la classe de 3e de Patrick Rayou, qui disent, non mais enfin, elle se croit en CP. C'est une tâche de CP, c'est pas vrai, c'est pas une tâche de CP. Enfin, c'est une tâche de CM1, CM2, d'accord? Peut-être, moi je sais pas ce qu'il y a eu avant. Hein, voilà. Donc en gros, la tâche est beaucoup trop facile, sans intérêt. D'ailleurs, ils réussissent tous à peu près. Et donc, du coup, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de gestes didactiques précis, ils sont très, très flottants. Voilà. On ne sait pas trop où elle va. L'objet, on ne sait pas où il est, le centre de la cible. Quant à Maxime, de l'autre côté, lui, il a un geste d'étude qui est proposé aux élèves d'utiliser plusieurs procédures pour résoudre. Donc, le but de la tâche est bien nommé, il est annoncé et il est répété. Donc, en gros, les élèves savent où on va. De l'autre côté, c'est le grand flou artistique. Je crois que ni le prof ni les élèves ne savent où on va. De mon point de vue, c'est une analyse subjective, on est bien d'accord. Hein. D'autres collègues n'ont pas partagé cette analyse. Bon. Le pilotage. Les 5 minutes que j'ai étudiées, pour Séverine, j'ai identifié un seul scénario. Un seul scénario. Là, ça dure 5 minutes. La correction orale collective après un exercice. Scénario, forme scolaire archi-classique. Hein. On fait l'exercice, on le corrige. La grande forme scolaire classique. 3 ou 4 élèves sont interrogés et inactivité totale des autres. Alors, est-ce que les élèves savent comment fonctionne ce moment de correction ? Il y a eu quelques imprévus. Hein. Imprévu, c'est on a théorisé cette notion d'imprévu. Il y a toujours constamment des imprévus qui sortent des réactions des élèves. Soit l'enseignant les ignore, soit l'enseignant au contraire bondit sur les imprévus pour déplier un problème. Là, il y avait un imprévu possible avec une question mal posée. Pourquoi la vraie vie, on aurait pu éventuellement développer. Donc, le pilotage semble être plus par les élèves, vous êtes d'accord avec moi, qui créent des incidents. Enfin, c'est bien vu, hein, le jeu, hein, ça commence là, puis ça circule, toc, toc, toc. Ils pilotent complètement, ils savent très bien faire ça. Comment faire pour empêcher que le cours se déroule? Les élèves ont un talent fabuleux, magnifique, très au point, depuis très longtemps. Ils l'utilisent dans certains cours, pas dans d'autres. Vous connaissez. Bon. Et donc, en gros, on va dire qu'il n'y a pas de pilotage chez Séverine de ce moment, ni du temps, ni de l'espace, et ni des déplacements. Parce qu'il y a déplacement, elle traverse la salle, hein, les mains sur les hanches, il me semble, mais les élèves aussi bougent. Hein, il y en a un qui va s'occuper du papier, il y en a un autre qui se lève, etc. Voilà. Si je regarde du côté de Maxime, il y a 3 scénarios.
dans le même temps. Il y en a 3. Il y a un accompagnement individuel pendant que les autres sont en lâcher prise, travailler en autonomie des autres. Il y a un deuxième scénario de la récupération. On t'attend, on attend, toc, Marcel, Paul, on t'attend, avant la correction machinale. C'est un scénario, d'ailleurs dans son entretien, il le dit. Et puis on a le troisième scénario de la procédure de la correction au tableau, de la procédure après révision de la précédente. Autrement dit, il y a un pilotage spatial, il y a un pilotage temporel efficient et contractualisé avec les élèves qui savent comment ça se passe. C'est-à-dire en 5 minutes, il a fait 3 fois plus de choses que l'autre. Donc l'occupation du temps n'a rien à voir d'un prof avec l'autre. D'accord ? Donc cette notion de pilotage temporel, spatial, avec la notion de scénario, est tout à fait intéressante à décrypter. L'atmosphère. Ah, là, c'est vrai qu'il n'y a pas photo, c'est fort différent. Alors, Séverine, de mon point de vue, son seul souci de débutante, mais vous le connaissez, c'est son autorité. Se faire écouter. Et donc, du coup, alors j'ai fait une petite analyse linguistique très rapide. Et quand on regarde, on décrypte la séance, on est dans le je, tu, vous. D'accord ? J'attends le silence, vous vous taisez. Avec des impératifs qui organisent un face-à-face assez conflictuel. On est dans un moment de forte tension, l'atmosphère n'est pas cool, comme on dit. L'atmosphère est assez tendue, va jusqu'à déplacement, voilà, et va jusqu'à menace, reproche. Donc on a une atmosphère extrêmement tendue. Il y a quelques petits moments de valorisation, tout petits, positifs. Voilà, c'est bien parce qu'il y a une bonne réponse. Elle a quand même ce souci de la valorisation. C'est léger, mais il y en a. D'accord ? Et puis surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'est que dans cette classe, il y a 3 catégories d'élèves. Dans ces représentations d'arrière-plan, il y a les laissés en dehors, qui sont le ramasseur de papier, l'élève qui, en premier plan, dessine, et quelques autres, on ne s'en occupe pas. Ils sont laissés en dehors. Il y a les têtes de Turc, il y en a 2, et il y a les apprenants, 2 ou 3. C'est-à-dire, en quelque part, dans ces représentations, on peut dire, encore une fois, méfiez-vous de ces analyses, elles sont en surplomb, j'ai pas assez de données, de la situation complète, etc. C'est un exercice. Mais c'était très inquiétant. Et globalement, on a dans la classe, et pour le prof, et pour certains élèves, peut-être moins, un climat d'insécurité pour le prof, d'ennui profond pour les élèves, de jeu pour d'autres. Pas vu, pas pris, il y a un élève qui dit « pas vu, pas pris, pas vu, pas pris ». Ça vaut le coup de réécouter la bande, je vous assure. Et plus les gros mots qui sortent, j'espère que vous n'avez pas entendu. Moi, je suis un peu sourde, alors ça m'arrange, mais quelle jubilation il a eu de les dire devant le prof. Bon. Maxime, de son côté, il a un souci du point de vue atmosphérique, on va dire, du tous ensemble. Tous ensemble pour apprendre. Son autorité, c'est pas son problème. Son problème, c'est les élèves. Voilà. Et donc, si on regarde linguistiquement, il est toujours dans le on. On apprend, on t'attend, on fait, etc. Ou le tu qui invite, etc. Et donc, il y a une espèce d'exigence collective d'attention, et tant qu'il n'a pas récupéré l'attention de tous, il ne cède pas. Il va attendre jusqu'à ce qu'il ait récupéré, et ils le savent, qu'il ne démarrera pas tant qu'il n'aura pas le silence. Vous savez, les profs, vous le connaissez bien, les profs, ils rentrent en classe, il y a le bazar, ils se taisent, ça se calme. Parce que les profs savent que le prof ne commencera pas tant qu'on n'aura pas... Voilà. C'est des contrats de communication qui sont mis en place dans la classe. La plaisanterie. On ne vous apprend pas des conneries. On est dans une atmosphère, pas de copains, mais une atmosphère, on est détendu, on est ensemble pour faire des choses.
Les gestes sociaux d'écoute, il exige que les élèves se tiennent bien. Rassurer, tu auras le temps, t'inquiète pas, tu auras le temps, on rassure. Et donc, on a un enseignement, alors j'ai mis tranquille, il faudrait le mettre entre guillemets, parce qu'il n'est pas si tranquille que ça. Il n'est pas si serein que ça, mais il donne l'apparence de la tranquillité et de la sérénité. Et dans son entretien, il dit que il n'est pas si tranquille que ça, mais bon, voilà. Donc, en quelque sorte, voilà, pour des éléments d'analyse avec le concept d'atmosphère. Voilà. Le tissage, le sens de la tâche. Séverine, aucun tissage. Pas d'explicitation à ce moment-ci. Peut-être qu'elle en a fait avant, et je ne sais pas. Des finalités, on est dans le faire. Maxime, on a 3 interactions de tissage. L'annonce de ce qu'on va faire, le rappel de la procédure déjà apprise. Il tisse, il reprend, il reprend, il reprend. La variation des postures d'étayage, si je suis du côté des postures d'étayage. Séverine, si vous êtes d'accord avec moi, elle est dans la posture de contrôle constante. Elle dirige tout. Et les élèves sont en posture soit de refus, soit en posture scolaire. Il y a 2-3 malheureux élèves qui tentent désespérément, et elle ne les voit pas, ou peu, de répondre à la question. Hein, et il n'y a aucun, sauf un tout petit chouïa de moments réflexifs où un élève dit, mais on pourrait dire, etc., qui fait une suggestion qu'elle ne récupère pas beaucoup. Voilà. Donc en gros, on va dire que la posture dominante, c'est la posture de contrôle majoritaire, etc. Elle est en insécurité profonde. Et donc plus ils sont en insécurité, plus ils sont en posture de contrôle, plus ils sont en posture de contrôle, plus on a un système pervers qui se met en place. Du côté de Maxime, on a 3 postures. La posture d'accompagnement individuel, la posture d'apparent lâcher-prise, parce que quand même il les surveille, hein. Et puis à la fin, on pourrait dire, moi je ne suis pas didacticienne, je ne sais pas exactement, on pourrait dire que là il est à la fin dans une posture d'enseignement, de monstration peut-être, un geste didactique de monstration. Mais vous le voyez, cette posture d'enseignement, elle va venir au bon moment. Parce que enseigner, il faut que les choses aient suffisamment mûri, soient prêtes pour arriver à la posture d'enseignement. Et donc là, il va attendre qu'ils aient fait l'exercice, qu'ils aient travaillé, et là, il va reprendre. Alors moi, il faudra voir le détail de l'ensemble. Donc voilà. Je vais terminer ce premier morceau par 2-3 petites conclusions. Est-ce que tout cela, ce sont des outils pour la formation? Moi, je pense, personnellement, qu'il faut prévoir des usages multiples parce que la vidéo, l'analyse de la vidéo comme ça, en dehors des contextes, en dehors des acteurs, c'est quelque chose à utiliser avec beaucoup de modération et beaucoup de prudence. D'accord ? Là, on a l'accord des protagonistes, c'est bien, mais il n'en demeure pas moins qu'on pourrait dire sur eux, et j'ai essayé de décrire des faits, pas des personnes. On est d'accord ? Des faits, des gestes, des postures, pas du tout des personnes. On est là dans quelque chose, prudence, hein, prudence. Alors, cependant, les travaux de recherche que nous avons faits, nous avons presque tout le temps utilisé cette méthode comparative. C'est pour ça que j'ai bien aimé la proposition de Lucréa, c'est-à-dire 2 profs qui font la même chose avec la même classe, etc. Parce que du coup, par opposition-comparaison, on peut voir tu fais comme ça, moi je fais comme ça. On peut faire des entretiens, de ce qu'on appelle d'autoconfrontation croisée. On regarde les films et on discute. Mais prudence. Prudence pour les vidéos trop courtes. Hein, voilà. Pour moi, personnellement, mais ça se discute probablement, pour Séverine, je pense, et ça se discute, que le cœur du problème, c'est les objets enseignés. Elle n'est pas au clair à ce qu'on peut faire dans une classe de 3e. Qu'est-ce que c'est qu'une tâche complexe? Qu'est-ce que c'est qu'un enseignement? J'ai plein de vidéos d'élèves de ZEP profonde. Il faut voir ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de travailler sur Maupassant, ils sont en train de faire des choses magnifiques et intéressantes, et ils peuvent faire ça. Et ils peuvent. Or là, elle leur donne des choses faciles parce qu'elle a une représentation qu'ils sont agités, ils sont difficiles. Donc on va leur donner des petites choses pas trop difficiles. On a quelque chose d'une réflexion didactique sur les objets enseignés et sur les chemins pour y arriver. Parce qu'on ne capitule pas sur les objets enseignés, on cherche des chemins pour y arriver, des postures,
des situations, des consignes, etc. Voilà. Donc, voilà.